L'EPITA a choisi de faire le point régulièrement sur cette notion d'intelligence ambiante. Alors c'est une notion qui est déjà un petit peu étrange. On se demande ce que ça recouvre. Est-ce que ce sont les puces RFID dans les produits de consommation courante, la multiplication des terminaux connectés, la place de plus en plus grande que prend Internet dans notre vie quotidienne et puis les développements futurs? L'intelligence ambiante, l'Internet des objets, quelle que soit la façon dont on l'appelle, est l'étape suivante de l'évolution, à côté de laquelle ce à quoi on a insisté jusqu'à présent, c'est-à-dire la révolution du web ou de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, est une rigolade. Le constat qui est dressé aujourd'hui, c'est que les choses avancent, mais par rapport aux promesses, par rapport même aux rêves qui sont liés à cette notion, les choses avancent très lentement. Plein de gens ont la possibilité de proposer plein de choses et que les choses qui sont bonnes, marrantes, utiles, nécessaires, surnagent. C'est comme ça que le web tel qu'on le connaît est apparu. Donc ce que je souhaite, c'est que l'Internet ou l'intelligence ambiante suivent le même parcours, c'est-à-dire qu'il ne soit pas uniquement produit par Apple, Philips et France Télécom, mais par tout un tas de gens sortis de nulle part, avec des idées nouvelles, sans antécédents, sans intérêt d'ailleurs parfois, qu'ils puissent proposer des choses et que voilà, on ait le même type d'innovation. C'est en ça que c'est intéressant. Et c'est en ça que ça peut être une révolution. L'avenir de l'intelligence ambiante, c'est des solutions qui ne sont pas des solutions pour tout le monde, qui sont des solutions qui sont vraiment personnalisées et qui s'adaptent à chacun et à leurs besoins. Mais là, tout d'un coup, on se heurte à la réalité des objets. Et là, tout le monde ne peut pas fabriquer des objets, tout le monde n'est pas une usine, n'a pas une usine sous la main pour fabriquer des objets en dur, en physique, etc. Et du coup, c'est le choc de deux mondes, en fait, de plusieurs mondes, et c'est peut-être là que ça bloque. C'est-à-dire que c'est pas évident. Les gens qui fabriquent des objets ne sont pas bons en informatique et vice-versa. Mais les peurs sont les mêmes depuis 2006. Donc des peurs au niveau de tout ce qui est information. Bon, je ne veux pas partager cette information-là. On parle de carte à puce, on parle de toutes ces grandes problématiques-là autour de l'Internet des objets, alors que peut-être on n'a pas nécessairement besoin de s'inquiéter tant que ça si les applications, en anglais on dit the killer app, est bien fait et bien pensé et si vraiment on veut que les gens embarquent dans cette idée, quoi. Nous aurons en permanence autour de nous des objets qui pourront nous parler, mais aussi parler de nous. Pose des problèmes nouveaux en termes de vie privée, oui. Donc si on veut éviter un retour de flamme qui ferait que ces technologies seraient massivement repoussées par les utilisateurs, alors oui, on ne fait rien et on prend le risque que les opérateurs, quels qu'ils soient, finissent par avoir un pouvoir plus grand sur les individus, au point qu'ils finissent par dire non. C'est précisément ce qu'on ne souhaite pas faire. Il faut donner le contrôle aux citoyens, parce que c'est la clé du développement, et c'est pas le contraire. La protection des citoyens n'est pas un obstacle au développement économique, elle en est le préalable indispensable. Est-ce que l'intelligence ambiante fournit moins de liberté ou peut être une entrave à la liberté? C'est une partie du débat. Il ne faudrait pas que ça occulte tout le reste, parce que ce serait dommage, on passerait à côté de toutes les potentialités, tout ce que ça peut nous apporter au quotidien. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a peut-être matière à s'interroger, à se poser des questions, à s'inquiéter, en tout cas à se poser les bonnes questions pour éviter d'avoir à regretter plus tard certains choix qu'on peut faire aujourd'hui.